Il y a des décisions que personne ne comprend avant qu'il soit trop tard pour les expliquer. Je m'appelle Marcel, j'ai 91 ans, et il y a 2 ans, j'ai vendu en secret absolument tout ce que je possédais, sans en dire un seul mot à ma famille. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai fait ça et ce que j'ai découvert sur moi-même en le faisant. Je vais commencer par là où tout a commencé, pas par la vente, mais par une matinée ordinaire de novembre. Il faisait froid ce jour-là. Pas un froid violent, mais ce froid gris et humide qui s'installe dans les os quand on vieillit. J'étais assis dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre du salon, le même fauteuil que j'occupe depuis 40 ans, et je regardais ma maison. Je la regardais vraiment, pas comme on regarde quelque chose qu'on possède, mais comme on regarde quelque chose qui nous observe en retour. Et ce que j'ai vu ce matin-là m'a troublé profondément. Partout, sur chaque étagère, dans chaque coin, sur chaque mur, il y avait des objets. Des dizaines, peut-être des centaines d'objets. La pendule de ma mère que personne ne remontait plus. Les tasses en porcelaine qu'on sortait pour les grandes occasions, et les grandes occasions n'arrivaient plus guère. Les photos dans leur cadre doré, les livres que je n'ouvrirais plus jamais, les bibelots rapportés de voyage dont je ne me souvenais plus très bien. Et au milieu de tout ça, moi, un homme de 89 ans à l'époque, assis dans son fauteuil, entouré de l'histoire entière de sa vie sans savoir quoi en faire. Je me suis demandé ce matin-là, pour la première fois vraiment sérieusement, à qui tout cela appartenait. Pas légalement, ça je le savais, mais vraiment. Est-ce que ces objets m'appartenaient encore, ou est-ce que c'était moi qui leur appartenais ? Est-ce que je gardais cette maison pleine parce que j'en avais besoin, ou parce que je n'osais pas y toucher ? Et si je partais demain, que ferait-on de tout ça ? Je connais la réponse à cette dernière question. Je l'ai vu se jouer chez des voisins, chez des amis disparus. La famille arrive, souvent avec les meilleures intentions du monde, et en 2 ou 3 week-ends, toute une vie se retrouve dans des cartons, sur des sites de revente, ou pire, à la déchetterie. Non par cruauté, par débordement, parce qu'une vie entière d'objets, pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette vie, c'est une charge impossible à porter. J'avais 2 fils, Pierre, le plus vieux, qui habite à Lyon avec sa femme et ses 3 enfants, et Gérard, le cadet, qui est resté plus près, à une 40aine de kilomètres de chez moi. Des bons fils, vraiment, attentionnés à leur façon, appelant régulièrement, passant au fait, s'inquiétant de ma santé depuis que leur mère était partie, voilà 7 ans maintenant. Mais des fils avec leur propre maison, leur propre vie, leur propre tiroir déjà bien rempli. Je savais, avec la certitude tranquille qu'on acquiert avec l'âge, qu'aucun des 2 ne voulait hériter de mes tasses en porcelaine. Ce qui m'a poussé à agir, ce n'est pas la peur de la mort. À 89 ans, on a fait la paix avec ça depuis longtemps, ou alors on n'a pas bien réfléchi. Non, ce qui m'a poussé à agir, c'est quelque chose de plus discret et de plus profond. C'était le sentiment que tout ce que j'avais accumulé au fil des décennies avait commencé à peser sur moi comme une dette émotionnelle. Comme si chaque objet dans cette maison me rappelait une version de moi-même que je n'étais plus et me demandait des comptes pour ça. Ma femme Suzanne avait toujours dit que j'étais trop attaché aux choses. Elle disait ça avec tendresse, jamais comme un reproche, mais elle voyait juste. Quand je réparais quelque chose, plutôt que de le jeter, elle souriait. Quand je refusais de me séparer d'un vieux manteau qui avait fait son temps, elle secouait la tête doucement. Suzanne, elle, avait cette légèreté naturelle avec les possessions. Elle aimait les choses le temps qu'elles servaient, et ensuite elle les laissait partir sans nostalgie. Moi, j'avais besoin de garder. Comme si lâcher un objet, c'était trahir le moment où je l'avais acquis. Peut-être que je vais vous surprendre à ce stade de l'histoire. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ce serait une belle façon de rester avec moi pour la suite. Un petit pouce levé m'aide aussi beaucoup, plus qu'on ne le croit. Et je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Suzanne, vous lâchez les choses facilement, laissez le mot légèreté en commentaire, ou est-ce que vous êtes, comme j'étais, vous gardez tout, laissez le mot mémoire. Je serais touché de le savoir. Après cette matinée de novembre, je n'ai rien fait pendant plusieurs semaines. J'ai laissé l'idée tourner dans ma tête comme une pièce qu'on retourne dans sa poche sans savoir si on va la dépenser.
Je regardais mes affaires différemment. Je les regardais en me demandant non pas ce qu'elles valaient, mais ce qu'elles me coûtaient, en espace, en entretien, en pensée. Parce qu'à 89 ans, les pensées sont une ressource précieuse, et j'en dépensais une quantité surprenante à penser à des objets. C'est mon médecin, le docteur Ferrer, qui m'a dit quelque chose qui a tout débloqué. Je lui parlais de ce sentiment de saturation, pas en termes d'objet, mais de manière générale, ce sentiment qu'on a parfois à un certain âge que la vie vous a donné plus que vous ne pouvez en tenir. Il m'a regardé et il m'a dit simplement « Marcel, personne ne vous oblige à tout emporter jusqu'au bout. » Ce n'était pas une remarque sur la mort, c'était une remarque sur la liberté. Et quelque chose en moi s'est ouvert en entendant ça. J'ai commencé par les livres. J'avais 3 grandes étagères de livres dans le couloir. Des romans, des essais, des dictionnaires, des encyclopédies datant des années 70. Je les ai feuilletés un par un pendant plusieurs soirées. J'en ai gardé une vingtaine, ceux qui avaient des annotations de ma main ou de celles de Suzanne, ceux qui avaient une histoire que je portais dans le corps. Les autres, je les ai portés à la bibliothèque municipale du village. La dame à l'accueil m'a regardé arriver avec mes cartons et elle m'a dit qu'il manquait de donations depuis quelque temps. J'ai failli lui dire que ce n'était que le début. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas anticipé. En donnant ces livres, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Une sorte de légèreté physique presque, comme si le poids de ces cartons, en disparaissant de mes mains, avait également disparu de quelque chose d'autre en moi. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai regardé le mur vide là où les étagères avaient été et j'ai trouvé ça beau. Pas triste, pas dépouillé, beau. C'est là que j'ai pris la décision plus grande. Pas dans un élan d'impulsivité, je vous rassure. À 89 ans, on n'agit plus par impulsivité. Tout prend du temps, et c'est bien ainsi. J'ai réfléchi pendant plusieurs semaines encore, en faisant des tours dans la maison, en posant ma main sur les meubles, en ouvrant les tiroirs. Et j'ai compris que je voulais aller plus loin, beaucoup plus loin. Je n'en ai pas parlé à Pierre ni à Gérard. Et ça, c'est là où certains d'entre vous vont peut-être ne pas me comprendre. Pourquoi le secret ? Pourquoi ne pas leur avoir dit ? La réponse honnête, c'est que je savais ce qui se serait passé si je leur avais dit. Pierre aurait eu peur que je sois en train de perdre la tête. Gérard aurait voulu superviser, décider avec moi, peut-être même décider à ma place, par amour, parce que c'est sa façon d'aimer. Et je n'avais besoin ni de l'un ni de l'autre. J'avais besoin de faire ça seul, pour des raisons qui n'appartenaient qu'à moi. Il y a une chose que les gens jeunes ne comprennent pas toujours, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'ils n'en sont pas encore là. À un certain âge, les décisions que vous prenez sur votre propre vie, sur vos propres possessions, sur votre propre espace, ce sont les dernières grandes décisions autonomes qu'il vous reste. Et elles comptent énormément. Non pas parce qu'elles sont dramatiques ou définitives, mais parce qu'elles sont les vôtres, entièrement les vôtres. J'ai contacté un brocanteur du village, un homme d'une 60aine d'années, monsieur Audran, quelqu'un de sérieux et de discret, que je connaissais de vue depuis des années. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il a visité la maison un après-midi, il a regardé les meubles, les tableaux, les bibelots, le service de table en argent que Suzanne et moi avions reçu en cadeau de mariage, les fauteuils du salon, la commode normande du couloir qui avait appartenu à mes parents. Il a estimé le tout avec professionnalisme, sans survendre ni sous-estimer. Ça m'a pris 4 mois. 4 mois pendant lesquels, semaine après semaine, des objets quittaient la maison. Certains partaient en vente, d'autres je les donnais directement à des voisins qui en avaient besoin, à des associations. Le service en argent, je l'ai vendu à une jeune femme qui préparait son mariage et qui l'a regardé avec des yeux brillants. Ça m'a fait du bien de voir ça. Savoir que ces pièces allaient être utilisées, célébrées de nouveau, au lieu de dormir dans un buffet. Les photos, évidemment, je n'en ai pas vendu une seule. Je les ai triées et j'en ai fait des albums propres, bien ordonnés, un pour Pierre, un pour Gérard, avec des petites notes écrites à la main au dos de certaines pour expliquer qui était qui, quand la photo avait été prise, ce qu'on faisait ce jour-là. Ça m'a pris des semaines, ces albums. Et c'est probablement la chose la plus utile que j'ai faite de toute cette période.
Il y a eu des moments difficiles. Je ne vais pas vous dire que tout ça était léger et simple, ce serait mentir. Le jour où la commode normande est partie, j'ai eu un serrement dans la poitrine que je n'avais pas anticipé. Cette commode, mon père l'avait héritée de son propre père. Elle avait traversé des générations, des déménagements, une guerre. Et là, elle montait dans le camion d'un brocanteur. J'ai regardé ça depuis ma fenêtre et j'ai pleuré, vraiment pleuré, comme on ne pleure plus souvent à mon âge. Pas de chagrin exactement, de quelque chose de plus mélangé que ça. Mais voilà ce que j'ai compris ce jour-là en pleurant. Je ne pleurais pas pour la commode, je pleurais pour mon père, pour l'image de ses mains posées sur ce bois, pour la cuisine de son appartement où elle trônait quand j'étais enfant. La commode n'était que le support de tout ça. Et tout ça, les souvenirs, les images, les sensations, ça restait en moi intact. Ça ne partait pas avec le camion. Quand la maison a été vidée, enfin pas entièrement, j'avais gardé mon lit, mon fauteuil, ma table, quelques objets essentiels, mais essentiellement vidés, j'ai fait quelque chose de simple. Je me suis assis dans mon fauteuil, au même endroit que ce matin de novembre, et j'ai regardé les murs. Les marques claires là où les tableaux avaient été, les espaces vides sur les étagères, la lumière qui entrait différemment maintenant qu'il n'y avait plus de meubles pour la bloquer. Et j'ai éprouvé quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies, du calme. Un calme vrai, physique, comme si l'air lui-même avait changé de texture, comme si la maison respirait différemment, et moi avec elle. L'argent de la vente, parce qu'il y en avait eu un peu, pas une fortune mais une somme honnête, je savais exactement ce que j'en ferais. J'en avais décidé bien avant que la dernière pièce soit emportée. J'ai ouvert un compte au nom de mes deux petits-fils, les enfants de Pierre, qui avaient à l'époque 14 et 16 ans. J'ai fait un virement sur chacun des comptes avec une lettre écrite à la main, que j'ai laissée chez le notaire à ouvrir quand ils auraient 25 ans. Dans cette lettre, je leur explique non pas comment utiliser l'argent, ça ne me regarde pas, mais pourquoi je le leur laisse ainsi, et ce que j'ai appris en vidant cette maison. J'ai dit à Gérard ce que j'avais fait environ 6 mois après, lors d'un de ces passages. Je lui ai montré la maison, les pièces dépouillées, et il m'a regardé longtemps sans parler. Puis il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que je n'allais depuis des années. Il n'a pas compris tout de suite, et c'est normal. Il a eu peur un peu, je le sentais dans sa façon de me regarder. Mais il n'a pas dit grand-chose. Gérard est un homme qui respecte les silences, ça je lui ai toujours reconnu. Pierre l'a appris par Gérard, je crois, et il m'a appelé. La conversation a été courte. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit non. Il m'a demandé si j'étais sûr de ce que j'avais fait. Je lui ai dit oui, plus sûr que de beaucoup de choses dans ma vie. Il y a eu un silence, et puis il m'a dit qu'il ferait confiance à mon jugement. C'était suffisant pour moi. Ce que personne ne m'a demandé, et que je me pose parfois à moi-même, c'est si je regrette, honnêtement. Est-ce qu'il m'arrive de chercher un objet du regard et de me sentir amputé de quelque chose? Oui, parfois. Il m'arrive de vouloir voir la pendule de ma mère et de réaliser qu'elle n'est plus là. Il m'arrive de tendre la main vers un livre que je n'ai plus. Ces moments existent, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ils passent vite et ce qui reste après, c'est toujours ce calme-là, cette légèreté que je ne savais pas qu'il était possible d'avoir à cet âge. J'ai 80 ans aujourd'hui. Je vis dans une maison qui ressemble à ce que je suis maintenant, pas à ce que j'étais il y a 40 ans. Il y a de la place pour respirer. Il y a mes quelques livres gardés, mes photos rangées dans des albums que je feuillette quand l'envie m'en prend, mon fauteuil, ma table, les choses dont j'ai réellement besoin chaque jour. Et il y a quelque chose que je ne savais pas qu'on pouvait retrouver à mon âge, une forme de présence à soi-même. Comme si, en vidant la maison des témoins de ma vie passée, j'avais fait de la place pour être simplement là, dans le présent, dans ce qui reste. Suzanne me manque tous les jours, ça ne changera jamais. Mais je pense que si elle avait été là pour voir ce que j'ai fait, elle aurait souri. Ce petit sourire qu'elle avait quand elle pensait que j'avais enfin compris quelque chose qu'elle savait depuis longtemps. Je ne vous dis pas de faire ce que j'ai fait. Chacun a sa propre façon d'habiter sa vie et de s'en séparer. Ce que je vous dis, c'est simplement que les décisions les plus importantes de mon existence, je les ai prises seul, en silence, à des âges où la plupart des gens pensaient que les grandes décisions étaient derrière moi. Elles ne l'étaient pas.
Et peut-être que les vôtres non plus. Si cette histoire vous a touché, un petit pouce levé me fait vraiment plaisir. C'est une façon simple de me dire que ces mots ont trouvé leur chemin jusqu'à vous. Et si vous voulez rester avec moi pour d'autres récits comme celui-ci, le bouton d'abonnement est là, juste en dessous. Je publie régulièrement et chaque histoire est différente, mais elles ont toutes cette même intention, vous offrir quelque chose de vrai. Il y a d'ailleurs une autre vidéo sur cette chaîne, une histoire d'une femme de 84 ans qui a décidé de partir vivre seule dans une maison qu'elle ne connaissait pas, dans un village qu'elle n'avait jamais visité. Si vous avez aimé ce que j'ai raconté aujourd'hui, elle vous touchera aussi, j'en suis convaincu. Je vous laisse la trouver. Prenez soin de vous.